Eh bien, notre promenade dans les monts de la Cône commence ici, à la fontaine des Pisseurs, qui symbolise les vertus diurétiques de cette fontaine. Mais cette eau qui coule beaucoup dans la montagne a aussi bien d'autres qualités, notamment des qualités thermales. On va aller s'en rendre compte tout de suite. Écoutez, là on commence. Ah, mais je suis fatiguée déjà. Hein. Vous auriez dû venir il y a 1 heure plus tôt. Parce que là quand même, je suis à la retraite et ça commence à être difficile. Est-ce que tu peux mettre le graphique ou tu peux mettre l'image? Et là j'ai l'impression de courir dans la neige. Tu peux te serrer tes bras aussi pour avancer dans les côtes. Vous avez fait depuis tout à l'heure? Moi, j'ai pas fait grand chose, là j'ai fait 2 km et demi. 2 km C'est un parcours de 3 km et demi. Vous êtes presque arrivé alors? Ouais. Je vais courir à peu près 35-40 minutes. Ah d'accord. C'est bon, vous êtes bientôt, non? Vous êtes bientôt arrivé, non? Non, là je suis au sommet de la côte. Sommet de la côte. Ah, je vais descendre. Là, j'arrive au Tourmalet, là après je descends. Je fais que descendre. Mais c'est tout ce que j'ai fait, mais il marche pas ce compteur. Les thermes, rebaptisés espaces des sources chaudes après leur résurrection, c'est tout un ensemble autour de l'eau et de ses vertus. On vient régulièrement toutes les semaines. On a nos petites habitudes. Un jour c'est le cours d'aquagym, un jour c'est le vélo, un jour c'est la salle de muscu. Comme ça, tous les jours on a quelque chose, on a du sport à faire. Les trucs qu'on peut faire en collectivité ensemble, c'est agréable quoi. Parce que toute seule je ne viendrai pas et avec ma copine je viens. Thermale ou minérale, l'eau de la Cône était déjà reconnue à l'époque gallo-romaine. Et oui, on s'y prélassait déjà du temps de César. Station climatique avant l'heure, elle connaîtra son plein succès à la fin du 19e. Ces thermes donc, ont été édifiés fin des années 1800. Ils ont connu leur apogée dans les années 1890 en fait. Et puis avec les guerres, il y a eu des problèmes d'exploitation. La source s'est perdue parce que ce bâtiment n'était plus utilisé. Et durant les travaux de cette piscine, dont la source a été retrouvée, difficilement, mais elle a été retrouvée. Donc voilà, aujourd'hui on a un bel équipement sur les monts de la Cône. Pour les problèmes de peau tels qu'eczéma, psoriasis, on a beaucoup de clientèle qui peuvent des fois passer le week-end ici justement, uniquement pour se baigner, pour justement apaiser ces problèmes de peau. L'espace des sources chaudes, ce sont aussi les cascades, de la glisse, de la balnéothérapie, un solarium, un espace beauté et tout un centre de préparation physique pour les sportifs de haut niveau ou les simples vacanciers en quête de remise en forme ludique et familiale. Bonjour. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, on est avec le maire de la Cône, André Cabrol, qui va nous faire découvrir d'autres lieux et d'autres sources, car la Cône, c'est quand même une ville où il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau, puisque nous sommes d'abord en montagne, 800 mètres d'altitude, même jusqu'à 273 mètres. C'est un pays où il y a des sources et des rivières qui prennent naissance ici. Première étape, les cascades de l'Enfant Sauvage. Nous sommes à près de 1000 mètres d'altitude et à quelques kilomètres de la Cône. Aujourd'hui, il y a un chemin d'interprétation de l'Enfant Sauvage qui a été mis en place par la commune de la Cône et qui montre aux enfants ce qu'on peut trouver dans la forêt avec les sensibilités que peuvent avoir chacune de ces personnes qui vont faire ce parcours pour le toucher, pour la voix, pour divers éléments sensitifs. C'est un petit sentier de 3 km en boucle. On va partir petit à petit, découvrir ensemble le monde de l'enfant sauvage dans un premier temps. Et petit à petit, comme l'enfant à la fin du XVIIIe siècle, on va s'approcher du monde des hommes. C'est dans ces bois, en 1798, que des bûcherons repèrent l'enfant sauvage. La forêt est son berceau, il se nourrit de fruits, de noisettes et de châtaignes. Les eaux qui parcourent son domaine le désaltèrent, mais jamais on ne connaîtra le mystère de ses origines. Il a marqué de son empreinte des pierres.
moindre bruit, il grimpait aux arbres pour s'y cacher, vif comme un écureuil et discret comme un renard. Les loups, ils ne lui faisaient pas peur. Non, ce qui lui faisait peur, c'était les hommes et leurs chiens, comme si le danger était là. Mais attention, qu'il ne vous attrape pas. Eh bien, l'étape du jour nous mène dans une autre source, une source d'eau potable, en pleine montagne toujours dans la région de la Cône, une source dont la réputation n'est plus à faire. On est dans un cadre magnifique, une forêt originelle, des essences qui sont uniquement composées de hêtres et de chênes. Donc l'homme n'a pas apporté une culture, une industrie du bois. On est vraiment dans un cadre protégé. Montroucou possède les 50 hectares qui nous entourent autour de l'usine, qui sont notre protection. Il faut qu'on analyse les 25 centilitres et les bouteilles de 2,5 litres. Donc dessus, vous contrôlerez les pseudomonas, vous contrôlerez les streptocoques, les lactose négatifs, les moisissures et les flores, comme d'habitude. Et la qualité de cette eau est constamment vérifiée car le marché est considérable. Elle va même en Europe, principalement en France. 90%, un peu plus de 90%, c'est sur le marché français. Sur 2013, on a expédié 81 millions de litres d'eau depuis notre unité d'embouteillage. Et demain, on passe à une autre source et surtout à une autre vallée. Eh bien aujourd'hui, c'est encore une autre source que nous allons découvrir et cette source-là est bien particulière, c'est la source du Gijou. Et pour parler de la source du Gijou, nous avons à nouveau le maire de la Cône, André Cabrol, d'abord parce que c'est un coin qu'il connaît bien, puisqu'il est arrivé de passer des vacances par ici. Et cette rivière, donc, elle est assez particulière parce qu'elle alimente toute une vallée. Ah oui, la vallée du Gijou qui après va se jeter dans la Goutte et puis dans le Tarn. Elle passe sous la Cône, voilà, parce que c'est une galerie karstique qui est sous la ville. Dans cette vallée du Gijou, on découvre des mini-industries, j'allais dire. Voilà, alors d'abord des microcentrales qui fabriquent de l'électricité pour alimenter les villages. Et puis il y avait aussi des moulins et des piscicultures. Alors là, M. Cabrol, c'est un endroit très particulier, ça vous rappelle plein de souvenirs. Oula, ça me rappelle les années 1958 où j'étais petit enfant et mon père avait l'idée de voir un petit peu ce qui se passait dans l'hydrologie du secteur pour essayer de voir s'il ne pouvait pas monter une usine hydroélectrique. Et alors vous avez fabriqué ce canal? On a fabriqué ce canal et à 12 ans, je conduisais un petit tracteur pour amener le béton pour faire ce canal qui fait 1,2 km, qui a été fait des mains de l'homme, que c'était mon père, mon grand-père et moi-même qui apportions les divers éléments pour fabriquer ce canal. Des amateurs de pêche, soit à la ligne, soit au fouet, à la bouche, sont présents, nombreux ici sur cette vallée. Ça marche là. J'en ai fait 2 depuis ce matin, de belles. Hein. Oui, de belles. À quelle maille? Ouais, la maille c'est 23 maintenant, donc il faut que ce soit plus long. Hein. Oui. Non, mais ça va. Bon, en plus, on ne cherche pas les petites non plus. Quoi, hein. Et en plus, cette année, il y a eu de l'eau. Il y a de l'eau, elle est jolie, elle est propre, c'est nickel. Ouais. Et la petite usine avec sa cascade, qui fait le bonheur des pêcheurs, produit toujours 1,5 million de kilowatts par an, soit de quoi alimenter tout le village voisin. Quant au site, reconnu comme un parcours de pêche d'excellente qualité, il fait aussi le bonheur des chercheurs de champignons.
toujours compliqué cette ouverture. Quelque chose. Matériel moderne. Bon, on va essayer de voir où on est, parce que là, on s'est un peu éloigné de la cône. Voilà, la cône, c'est de ce côté-là. Et nous sommes ici, au pied de la montagne, dans un petit moulin qui s'appelle Narul, et qui est en cours de restauration. Celle-là, elle est comme ça, et celle-là, il faudrait qu'elle soit un peu plus horizontale, c'est-à-dire à quiconque vous. Faut pas de la hauteur, celle-là. Je prends d'en haut, Ah ouais. je suis comme ça. Tu n'as pas le crayon? Donne-moi le crayon. Donc il faudrait qu'elle soit là, et l'autre, il faudrait la remonter dessus. Des vis, mais là, parce que l'autre. Mais vis d'abord celle-là, et puis après on met l'autre. Parce que celle-là, il faut qu'elle vienne en dessous. Il faut qu'elle vienne en place de l'autre. C'est la maison de mon enfance. Je suis né dans cette chambre là-haut. Et mes parents ont vécu là pratiquement l'essentiel de leur existence professionnelle. Ils étaient au service d'une famille de propriétaires terriens qui avait cette maison pour venir passer les vacances. Mes parents n'étaient pas meuniers au sens propre du terme, ils avaient un moulin pour les besoins de la ferme. Et donc ce moulin servait uniquement pour l'usage pour les animaux. Voilà, alors Noël, nous avons un problème avec la cheminée. Vous voyez, depuis que j'ai allumé le feu, j'ai de la fumée qui sort à ce niveau-là, au niveau de la jointure entre le manteau de la cheminée et le plancher du dessus. Et donc il faudrait que vous puissiez arranger ça. On le fera en fin d'après-midi, là. Mais écoutez, il faut rejointer tout le Dan, hein, voilà. Depuis 1818, les différents propriétaires n'avaient pas fait beaucoup de travaux. Donc on peut très facilement retrouver l'état de 1818. L'association du Moulin de Narul, qui regroupe des passionnés de la vie rurale et des artisans à la retraite, se donne à fond pour aménager le cadre du futur musée et les mécanismes du moulin proprement dit, qui lui a déjà ressuscité. On a refait le moulin entièrement. On a récupéré les meules et on a récupéré les ferrailles qui sont en bas dans l'eau. Après, ça a été refait entièrement tout. Les châssis, les traînées et les réglages de la meule aussi. Le rêve de Robert Pistre ne s'arrête pas là. Le moulin, c'est bien, mais il y a d'autres pistes à explorer. La rivière vient du Montbard, qui était une montagne où il y avait beaucoup d'or. Et sous les Romains, on a exploité une terrasse alluviale au-dessus pour en extraire l'or. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a un peu d'or dans cette rivière. Et dans l'année prochaine, on va demander des autorisations d'orpaillage et on fera des animations sur l'orpaillage. Et puis également, il y avait des moulines, c'est-à-dire on forgeait le fer. Ici, donc aussi, la fabrication, l'élaboration et le forgeage du fer peut être notre sujet d'animation. Et venir à Narul, c'est aussi l'occasion de traverser le pays des statues menhirs et de leurs mystères. C'est l'attraction en prime. C'est en bateau que nous arrivons sur notre dernière étape, le lac du Laouzas et sa base de loisirs, pour passer l'été un peu plus au frais et au vert que sur la côte. Voilà, donc là, nous avons la presqu'île de Belle-Vespre. Voilà, il y a un chemin donc, de sentier de randonnée qui a été aménagé, qui continue le pourtour du lac du Laouzas. Donc ce chemin, cette particularité-là, c'est qu'on a un endroit un petit peu sauvage. Hein. On rentre dans une forêt de hêtres et de châtaigniers. Puis après, sur la cime, là, on retrouve de la bruyère. Et puis un arbre aussi, le genévrier, qu'on appelle le cade, qui ne pousse pas partout. Hein. C'est un endroit très, très, très sec. Et donc ça donne un petit peu un aspect sauvage un petit peu à cette presqu'île. Je suis pas tout seul dans l'eau. Il y a pas mal de poissons. Mais c'est sympa. C'est vachement bien. Autoroute qui fait 21 km avec une option par Payerac qu'on appelle, la maison de Payerac. Là ça fait un petit peu plus, ça allonge de 6 km à peu près. Voilà. Et donc on est pratiquement toujours à proximité de l'eau. Voilà. Avec ici la partie qui vient de Vermurette-sur-Vèvre et qui arrive jusqu'à Villelongue,
avec le GR de Pays, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, vous avez le port avec l'activité des voiliers. Ensuite, sur la base de Lausier, ici vous pouvez louer donc, des pédalos, des canoës-kayaks. Vous avez d'entraînement, c'est pour le Tour de France, c'est quoi? Oui, j'essaye. C'est pas trop dur? Non. Une partie qui est donc baignade surveillée, donc voilà, tous les jours. Plus loin là-bas, vous pouvez éventuellement passer quelques jours puisque vous avez une aire de camping-car qui est aménagée. Restait une question à élucider. Où est donc passée notre camionnette? Eh bien ici au Laouzas, elle est dans son rôle de vitrine des salaisons locales. Dégustation commentée. Je vous ai amené un beau jambon de la Cône. C'est un jambon qui sèche entre 9 et 12 mois dans nos séchoirs. Donc à la Cône, ce qui fait la qualité de nos produits, bien sûr on est à 800 mètres d'altitude, on bénéficie d'un air très pur et le produit va sécher pendant 9 à 12 mois, très doucement. On va frotter au sel sec tout le jambon et ensuite on recouvre le jambon de gros sel et on laisse reposer 15 jours à 3 semaines suivant sa taille. Voilà. Plus le jambon est gros, plus on le laissera au sel et plus de temps on le laissera sécher par la suite. Voilà. Ils sont tous au sel? Oui, tous au sel. Il n'y a pas. Non, on fait pas de jambon. Non, non. Nous, on fait au sel sec. Nous, on fait qu'au sel sec. Ouais. Le jambon de la Cône, c'est comme ça, au sel sec. Ah oui. Ici, donc, vous avez le saucisson. Ici, la saucisse sèche. Donc, la base de fabrication est la même. C'est juste qu'ici, en fait, on a embossé la viande dans un boyau plus gros. Et ici, la saucisse sèche, le boyau est plus fin. Donc, c'est pour ça qu'on va faire sécher environ 3 semaines le saucisson et 15 jours la saucisse sèche. C'est la fin de ces petits détours par le parc du Haut-Languedoc et les monts de la Cône, le pays des sources et des forêts, pour se donner du tonus d'un bout de l'année à l'autre.